de journée. On va continuer tout de suite alors à explorer ces liens entre université et éducation populaire et à prendre un peu ce recul historique. On va accueillir Emmanuel Borth, historien et politiste de formation. Vous avez aujourd'hui plusieurs casquettes au sein de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Vous êtes chargé de recherche en charge des questions d'éducation populaire et de vie associative, et puis aussi directeur de la revue Les Cahiers de l'Action. Et donc avec vous, on va reprendre ce fil historique. Vous allez peut-être même revenir un petit peu en arrière par rapport à ce qui était prévu pour combler un petit peu cette première partie historique qui devait être sur l'émergence des mouvements d'université populaire fin 19e et puis début du 20e. Donc là, je vous laisse reprendre le fil et puis nous raconter cette histoire de l'université et de l'éducation populaire. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors merci effectivement pour l'invitation ce matin et je vais essayer du coup d'intégrer quelques éléments effectivement dans le dire qui remontent un peu plus dans l'amont puisque Carole n'est pas avec nous ce matin, même si évidemment elle se fait du beaucoup plus en détail sur le contexte de création des universités populaires. Simplement pour expliquer un peu ma prise de parole, c'était moi effectivement je travaille à l'IJEP, donc l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, et on s'est intéressé depuis quelques années avec Jean-Claude Richesse, qui est ici dans la salle, et Lionel de Lescure, qui n'est pas dans la salle mais est là de cœur, aux universités populaires aujourd'hui, puisque on se demandait justement quelle était l'actualité de ces réseaux d'éducation populaire sur le territoire, qu'est-ce qu'on y faisait exactement, etc. On a fait une enquête il y a maintenant quelques années, mais qui est du coup plutôt sur le contemporain. Et à cette occasion-là, on avait justement regardé un peu la genèse de ces universités populaires en France. Ce qui permet assez vite de se rendre compte que ce qui a été relativement bien documenté, c'est justement cette première période, la période d'émergence des premières universités populaires à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui du coup renvoie aux différents panneaux qu'on a là. Bon, évidemment, la région parisienne, en plus, c'est particulièrement bien doté en l'expérience d'université populaire. À cette époque, c'est sûrement un petit peu moins vrai un peu partout en France, et c'est d'ailleurs un travail qui est encore très largement à faire, même sur cette période-là, comme souvent on a commencé par faire l'histoire de Paris. Et ce qui est vrai, c'est que ce premier moment des universités populaires est particulièrement important parce que, je le rappelle, c'est un contexte d'agitation du mouvement ouvrier, du mouvement mutualiste. C'est un moment dans lequel s'est consolidée quand même une réflexion éducative comme étant absolument centrale pour aborder les questions de formation et des formation du citoyen. Donc là, on bénéficie quand même je ne vais pas attendre à dire là-dessus, mais sur les évolutions d'un long 19e siècle qui, depuis la Révolution française jusqu'à la fin du 19e siècle, a consolidé la question éducative comme étant une question politique absolument centrale et structurant tous les débats de la Troisième République. Il y a évidemment la création de l'école publique laïque et obligatoire, et tout ça avec le contexte de création des syndicats et des partis politiques produit une discussion sur le fait que les questions éducatives doivent être un support pour apporter des réponses politiques de fond aux défis qu'a relevé la société de la fin du XIXe siècle. Et ce qui accélère la création et la naissance des premières universités populaires, c'est évidemment l'affaire Dreyfus, puisque les premières universités populaires, que ce soit le Cercle démocratique pour l'instruction et l'éducation du peuple qui est créé au Mans en 1882, ou la coopération décidée dont on a une affiche là sur la gauche, ici à Paris, 1898, ou le travail que Deherve lance pour fonder la société des universités populaires en 1899,
l'idée globale, et on retrouve cette formule dans plusieurs textes, c'est d'arracher les milieux populaires à la démagogie antisémite par la diffusion de la culture et l'exercice de la raison à travers l'organisation de conférences et de cours du soir notamment. Alors on voit qu'assez vite dans les programmes, notamment dans ceux qui sont là-bas, qu'il y a quand même une diversité de thématiques qui est assez grande et qui colle pas tout à fait toujours à du contenu purement académique ou disciplinaire. Donc ça c'est aussi une caractéristique malgré tout des toute l'université populaire. Mais par contre on est sur quelque chose euh, de relativement descendant dans la philosophie, c'est-à-dire globalement des conférences accessibles à tous, voulant aller au peuple, mais partant de savoir consolider, diffusant plus largement. Alors, c'est des expériences qui ont quand même beaucoup marché bien et très vite. C'est-à-dire qu'en 1899, on a 15 universités populaires. En 1901, on en a 124. Et en 1913, on en a 200. Donc, c'est un mouvement qui est vraiment monté très fort et très vite et qui a connu un coup d'arrêt brutal avec la Première Guerre mondiale. Et qui a ensuite fait l'objet d'une discussion qui a été renouvelée, on va dire, pendant l'entre-deux-guerres, renouvelée avec un certain regard critique. Pour plusieurs raisons. D'une part parce que effectivement la consolidation du mouvement ouvrier, des syndicats, etc., fait naître une discussion aussi sur les besoins d'une éducation ouvrière qui correspond et qui, en tout cas, qui produit une critique des universités populaires de la première génération, notamment considérant que finalement ces premières universités populaires ont malgré tout quand même un peu de mal à trouver leur public, avec peut-être des formats un peu descendants, et finalement on s'y trouvait peut-être pas tant ouvrier que ça. C'est corroboré d'ailleurs par des expériences qu'ont faites certains des contributeurs à ces universités populaires. Il y a un témoignage très intéressant donné par Elie Faure, euh, qui était un contributeur important aux universités populaires de Paris, qui avait des cours pendant plusieurs années, et qui a dit que finalement ce qu'il avait l'impression d'avoir le mieux réussi, c'était moins de transmettre des choses dans le cadre de ses cours, mais plutôt de créer lui-même sa culture sur le sujet qu'il a travaillé et des réseaux d'autres intervenants avec lesquels il a entretenu des relations par la suite. Donc il y a même des intervenants qui en faisaient un bilan critique à l'époque, remettant pas du tout en cause l'objectif qui était de l'ouverture à tous et l'impératif de la diffusion des savoirs comme un impératif de fonctionnement démocratique, mais voilà des doutes et des discussions qui naissent dès l'entre-deux-guerres sur la pertinence notamment des formats pour réussir à trouver les publics. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça a quand même permis à ces intervenants et à ces premiers projets d'expérimenter des contenus, mais aussi des pratiques pédagogiques. Et on est dans un contexte où il y a quand même progressivement la question éducative, elle intègre de plus en plus des débats de nature pédagogique. On est dans des discussions européennes sur les questions des pédagogies et des méthodes actives. On a dans l'entre-deux-guerres la création de mouvements d'éducation populaire qui se consacrent à ces enjeux-là. Je pense au CBA, par exemple, qui naissent à cette époque, mais aussi les débats qui se consolident avec l'arrivée du Front populaire sur la nécessité de penser l'éducation et les loisirs dans un même mouvement, et de faire en sorte de considérer que ce qu'il y a dans le domaine du théâtre, de la culture, du sport, etc., sont des éléments de formation à la citoyenneté tout aussi légitimes que les savoirs scolaires ou éducatifs qu'on peut développer à l'école. Et en ça, les expériences qui étaient déjà là des universités populaires, elles sont malgré tout une expérience partagée sur laquelle on capitalise dans cette discussion. Néanmoins, on se pose quand même
la question du public et de comment les trouver, d'autant plus qu'en Valais, il y a des mouvements politiques, notamment les mouvements communistes, qui vont développer des universités, notamment des universités ouvrières, en mobilisant tout l'écosystème politique de ce champ-là. Henri Marcus, Paul Langevin, Henri Vallon, Paul Nizan, etc., qui vont être mobilisés pour des universités ouvrières qui vont quand même, dans les années 30, réussir à former pratiquement 2000 personnes qui passent dans les cycles de formation, ce qui n'est pas négligeable et qui, d'une certaine manière, apparaît un peu comme concurrentiel au réseau des universités populaires, en tout cas aux universités populaires qui se sont maintenues après la guerre. Parce que ça, je le dis maintenant et je le redirai après, ce qui est frappant sur la longue durée, c'est que les universités populaires, c'est avant tout des projets locaux, euh, et le niveau d'articulation et de cohérence de l'ensemble des universités populaires en France n'a jamais été très fort et il ne l'est toujours pas. Ça reste avant tout des projets logos qui ont dans leurs activités, dans leurs objectifs, etc., des caractéristiques à chaque fois particulières. J'avance un peu parce que l'idée c'est de faire une synthèse très générale. On focus un peu la journée, mais évidemment il y aurait peu de détails à donner sur chacune des périodes. Ce qui est sûr, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, quand on a fait un travail avec Emmanuel Delescure ces dernières années pour regarder par exemple dans les créations d'associations en France, les associations qui revendiquent le terme d'université populaire, depuis on a des chiffres sur les créations d'associations, on a donc cette flambée du début du 19e siècle, on a un maintien plus faible, mais quand même pendant l'entre-deux-guerres, on a par contre un relativement fort creux dans les années 50, 60, il y a un retour ensuite au plus fort à partir des années 80, puis des années 2000. Bon, je redirai là-dessus, mais dans ces années 50-60, ce qui fait revenir en fait la référence aux universités populaires un peu sur le devant de la scène et qui se retrouve aussi dans les créations d'un certain nombre d'associations et de projets, c'est évidemment tout ce qui se passe à l'université dans les années 68 en fait. Un peu en amont, pendant les événements et après. C'est-à-dire l'idée de discuter de l'université autrement, le fait qu'il y ait une forme, on ne parle pas encore de massification, mais quand même d'augmentation du nombre de personnes qui passent par des formations supérieures par rapport à ce qu'on pouvait avoir à la fin du 19e siècle, contribue aussi à discuter un peu les trajectoires sociales de ceux qu'on forme et les pédagogies qu'on utilise. Et assez rapidement, la Sorbonne occupée se définit comme une université populaire. À l'école des Beaux-Arts de Paris, on ouvre des ateliers populaires. À Strasbourg, je crois Jean-Claude qui est dans la salle, on met en place une université critique et populaire. Et évidemment, la plus emblématique de toutes, le centre expérimental universitaire de Vincennes, créé à l'automne 68, qui est organisé autour de trois principes. Quand on les rappelle, ça fait comme un coupancier aux origines de ces universités populaires. Les trois principes, c'est l'ouverture aux travailleurs, et notamment aux non-bacheliers, la cogestion par les étudiants et les enseignants, et la mise en place d'un enseignement interdisciplinaire et d'une plus grande souplesse dans l'organisation des études. Euh, donc ça joue un rôle important, pas en créant massivement de nouveaux projets d'université populaire sur le territoire, mais en maintenant à flot, en quelque sorte, cette référence aux universités populaires comme un espèce de référentiel disponible dans le mouvement ouvrier, dans les mouvements sociaux, pour réussir à discuter ensemble et créer des espaces collectifs d'acquisition et de discussion des savoirs. Mais la véritable explosion associative du nombre d'associations se revendiquant des universités populaires, en réalité, c'est à partir du début des années 80. Dans un contexte un peu différent, où finalement ce qui s'affirme, c'est les problématiques autour de la formation, tout au long de la vie, qui se structure dans les années 70 et dans les années 80, qui font l'objet aussi d'un certain nombre de politiques publiques, et du développement local. On est dans des phases de discussion sur la décentralisation, etc. Et donc il va y avoir plein de projets d'universités populaires qui vont naître au local,
dès les années 80 avec l'université Beaufort de Mulhouse, l'université Beaufort de Bordeaux, d'Uzès, dans grandes villes, peut-être un petit peu moins des grosses villes, mais des projets d'universités populaires qui sont toujours, pour la plupart d'entre eux, encore là. Il y a beaucoup de ces universités populaires qui viennent de fêter leurs 30 ans, leurs 40 ans, voire un peu plus, et qui très rapidement développent énormément d'activités. Sur l'université populaire de Mulhouse, si les souvenirs sont bons, en 1980, on est à 6 000 inscrits, en 82, on est à 8 000 inscrits, on a 250 groupes d'activités, 62 sites sur lesquels des activités se développent. Donc il se passe vraiment beaucoup de choses, et c'est un débat qui s'articule avec le débat sur les temps libres. Vous vous souvenez du ministère du temps libre, sur l'idée que éducation, émancipation individuelle et formation doivent tenir ensemble, et ces projets d'université populaire au niveau local cherchent à les articuler. Et c'est là qu'on peut commencer à être un peu déstabilisé dans les aberrations, c'est-à-dire que très rapidement, il y a des projets qui vont se créer dans cette dynamique-là, qui ne vont pas s'appeler université populaire, mais qui vont s'appeler université du temps libre, université du troisième âge, qui vont s'appuyer sur d'autres types de partenariats locaux, sur les universités, sur les bibliothèques, etc. Et pourquoi je les mets dans la même catégorie? Parce que à la fin des années 80, en 87, on a la naissance d'une association nationale qui va prendre le nom définitif en 92 et qui s'appelle aujourd'hui encore l'AUPF, donc l'Association des universités populaires de France, et qui va chercher à regrouper, à organiser ces différents projets. Donc on trouve encore aujourd'hui dans le réseau de l'AUPF principalement des universités populaires, et aussi des universités du temps libre, des universités du troisième âge qui sont regroupées dans cette même structure. On a aussi sur la même période des associations qui avaient des activités qui étaient tournées sur les questions des savoirs et qui vont renommer en quelque sorte une partie de leurs activités, du renouvellement de leurs projets en les appelant université populaire. C'est le cas notamment de l'université populaire Caramonde, qui est assez connu et qui réactive en quelque sorte cette référence à l'éducation populaire dans ce contexte-là. Ça va produire du coup le premier, enfin dans la période récente, un réseau national des universités populaires. C'est finalement pas vraiment été le cas depuis la Seconde Guerre mondiale, de l'équivalent de réseaux nationaux structurés, même s'il existait dans certaines villes et à certains endroits des universités populaires, Bordeaux-Railly, où il y a une université populaire qui est plus que centenaire et qui s'est jamais arrêtée sur toute la période, mais qui à par moment a été un peu isolée dans son écosystème. Donc ça, c'est une phase de développement dans les années 80. Et ensuite, on a eu une deuxième phase de développement de projets d'université populaire, plutôt là dans les années 2000, fin des années 90, début des années 2000, qui sont des projets d'une autre nature, qui font souvent suite il y a eu une dynamique autour de la constitution de l'université populaire de Caen, à l'initiative de Michel Onfray, qui lui-même était un professeur démissionnaire d'un lycée technique privé catholique à Los, et qui, en fait, vont être des projets d'université populaire. Il y en aura à Grenoble, à Lyon, à Bordeaux, enfin, sur cette dynamique-là. Des projets qui vont mettre vraiment au cœur de leur questionnement la question des savoirs critiques. Le mot qui vient, c'est la question de la critique, retrouver un sens de l'émancipation en revalorisant des espaces de formation qui sont des espaces de formation dans lesquels on fait l'usage de son esprit critique. Donc ce qu'on trouve dans les statuts, c'est les formules usage critique des savoirs, outils de réflexion critique, accès à des connaissances et à l'avancée critique. Donc le mot critique est très fort, et il s'adosse en fait à un contexte plus général d'une réflexion critique sur les développements aussi économiques du monde capitaliste de la fin des années 90 et des années 2000. Il ne faut pas oublier que la fin des années 90, c'est la création d'Attac, qui va revendiquer aussi l'éducation populaire comme référence. On a l'atelialisme qui est un creuset aussi de rencontres
entre des acteurs, je pense notamment aux acteurs latino-américains, aux acteurs européens, qui font sur l'éducation populaire et à travers l'université populaire des référentiels communs. On connaît le rôle de Paulo Freire dans un certain nombre d'expérimentations en Amérique latine. Donc il y a là des universités populaires qui jouent aussi ce rôle de référentiel commun dans cette période. Et puis ensuite, je dirais dans la continuité, mais un peu en parallèle de ces mouvements-là, on a par ailleurs, là je fais une parenthèse, mais on a par ailleurs assez bien documenté maintenant dans le monde de la recherche le fait qu'il y a un renouveau de la référence à l'éducation populaire à partir du début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, justement ce que j'évoquais là, euh, que ce soit la création de l'affaire d'attaque, d'un certain nombre de, de structures qui se revendiquent de nouveau plus fortement de l'éducation populaire dans les années 2000, il y a un contexte général et qui va avoir des conséquences aussi sur la manière dont des universités populaires thématiques ou des universités populaires liées aux mouvements sociaux vont se redévelopper dans les années 2000. Alors, sur le plan politique, il y a plein de projets de ce type-là, très conjoncturels, qui apprêtent des dynamiques collectives et militantes. Il y a plein de mouvements qui ont développé des universités populaires dans le cadre de la préparation par exemple de leur congrès. Je pense au planning familial qui a fait ça pendant quelques années. Mais on peut aussi penser à des formations plus directement politiques. Hein. Les universités populaires participatives de Ségolène Royal au moment de sa campagne présidentielle en 2007. Des universités populaires aussi du côté de Jean-Yves Mélenchon, que ce soit en 2007 ou en 2016. Euh, les universités populaires d'attaque, qui continuent par ailleurs à se débloquer dans ce contexte-là. Et puis, comme l'avait bien remarqué Jean-Claude dans ses travaux précédents, des projets liés à des personnalités qui avaient pris des positions dans des institutions et qui avaient peut-être aussi des expériences qui étaient liées à cette cette manière de croiser la référence aux universités populaires et l'expérience des mouvements sociaux, mais qui vont le réactiver à ce moment-là. Catherine Clément, par exemple, et son université du musée de Crémendy, Jacques Miller et l'université populaire Jacques Lacan, Jean-Claude Idé et l'université populaire de théâtre, Franck Lebage, évidemment, et les universités populaires juste gesticulantes qui visaient aussi à former les différents conférenciers gesticulants entre eux. Donc ça, c'est un contexte parallèle de réactivation de la référence à ce modèle des universités populaires. Et puis en parallèle, des acteurs locaux aussi qui, sur des thématiques particulières, vont s'emparer de cette notion-là pour essayer de finalement créer un cadre, un groupe dans lequel on discute ensemble d'une thématique précise et où on la creuse ensemble. Donc il y a eu en Bretagne, s'est créée une université populaire du numérique, il existe une université populaire de la permaculture, il existe différentes universités populaires comme ça, un peu thématiques. Et puis des universités populaires, comme je le disais au moment des années 68, mais qui aident encore André aujourd'hui, comme un référentiel pour un certain nombre d'acteurs des mouvements sociaux. Et notamment, il n'y a quasiment plus une mobilisation étudiante depuis 25 ans, ce qui n'est pas une université populaire le long de la mobilisation dans la fac occupée. C'est devenu quelque chose d'assez classique. Et on peut penser par exemple sur la région parisienne, en Nid-Debout, dans lequel l'éducation populaire a joué un rôle assez important, c'est des commissions qui a duré plus longtemps et qui a entre autres créé l'université populaire le temps de la mobilisation. Donc voilà, à très grands traits, une sorte d'évolution historique qui nous avait intéressé, et elle nous a intéressé justement pour, ça rebondissait sur ce que disait Patrick Chenu tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, c'est bien la question que nous on s'est posé des débats, c'est-à-dire si on regarde aujourd'hui les projets de l'université populaire qui revendiquent la notion d'éducation populaire, la notion d'université populaire, quel lien elles ont avec les universités, enfin l'éducation populaire et les mouvements d'éducation populaire. Et je pense que Patrick a bien vu le truc, c'est que en fait, les universités populaires sont des expérimentations d'espaces de formation, enfin des espaces collectifs de partage des savoirs et de la culture, mais aussi de formation en commun avec des activités extrêmement variées. Ça, je vais y revenir ensuite dans la discussion pour ce qui sont des activités d'aujourd'hui. Il y a, enfin, il y a des, il y a des, il
il y a évidemment le modèle historique des cours, des conférences, etc., qui est le modèle un peu traditionnel. Mais il y a aussi des ateliers, des voyages, des cours de langue, des ateliers de bien-être, des collections de films. Donc en fait, on a des formats extrêmement variés, on a des titres aussi d'intervenants extrêmement variés d'un territoire à l'autre, on a des modèles aussi de financement de ces associations extrêmement variés. Certains sont des modèles payants et qui relèvent un peu de l'accès quand même à un loisir culturel dans un territoire. D'autres sont sur des formats intégralement gratuits, mais avec des intervenants qui sont parfois plutôt des universitaires qui donnent des conférences gratuites en plus à la fin de leur journée. Il y a des modèles extrêmement variés. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils partagent tous cet objectif en commun d'un accès au savoir pour tous, de l'ouverture à tous, et de l'idée aussi que euh, partager les savoirs, c'est un socle politique. Partager pour favoriser une citoyenneté active. Et d'ailleurs, le slogan actuel de la UBF, qui est le rétro des associations d'universités populaires de France, c'est le partage des savoirs. C'est le mot qui revient euh, au cœur de ce qu'il y a en commun. Et après, enfin, en ça, les universités populaires participent bien de cette longue histoire de l'éducation populaire. Même si, projet par projet, il peut y avoir des universités populaires, c'est pas beaucoup de liens avec le corps d'éducation populaire de leur territoire à certains endroits, et il peut y avoir des acteurs de l'éducation populaire qui vont développer des projets alternatifs à l'université populaire. C'est déjà un peu considéré comme plus justement pas assez militant, pas assez engagé, pas assez sur les questions d'émancipation, donc une grande diversité. Mais en tout cas, il y a derrière une histoire commune qui renvoie à cette histoire aussi du mouvement ouvrier, de l'éducation populaire en direction des adultes, et qui peut être celle qui a été à la fois le moins documentée, mais aussi la moins accompagnée par les pouvoirs publics, puisque une grande partie des politiques sont pris, c'est ça qu'est noté tout à l'heure de jeunesse et sport, etc. Surtout l'éducation populaire en direction des jeunes. Voilà. Et les universités populaires participent d'une éducation populaire plus large, s'intéressant à des publics variés, et ayant des activités en direction des jeunes, mais étant quand même principalement des associations qui s'adressent aux adultes. Voilà, peut-être que sur quoi je peux m'arrêter pour introduire un peu la journée, mais je pense que ça peut être intéressant qu'on laisse rebondir peut-être un petit peu de discussion si on Oui, non, tout à on fait. n'est pas On a complètement le temps. Vous avez effectivement fait une petite visite tout à l'heure des différents panneaux. Et puis là, j'imagine que ça vous suscite des réflexions, peut-être des remarques, des questions. Je vois déjà un bras qui se lève, alors je vous appelle. Bonjour, Jean-Luc Ancel, payant de la Fondation de crédit coopérative. J'avais deux questions. La première, est-ce qu'on a, je ne suis pas type pour les chili déguisés, non, de caractéristiques, des personnes physiques, pas des hommes, qui sont les promoteurs de ces projets. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que récemment, il y a un bel courage qui vient de sortir sur le patrimoine dans le monde de l'économie sociale sur le place des individus capables, voilà. Est-ce qu'on peut essayer, est-ce qu'il y a eu ces genres d'ordinatifs? Est-ce qu'on dit quoi que ce soit? Je ne sais pas, d'après l'analyse historique. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, qu'est ce système pour que l'ouverture du temps, une des critiques qu'on a souvent entendues, et STI ont redoutément, c'est oui, mais pas c'est ceux qui ont déjà la capacité à accéder à ces lieux-là, donc qui ont un minimum, entre guillemets, de socialité, on va dire comme ça. Alors, il y a des gros fréquents, pas TD étant, je pense, un cas de figure très, très intéressant. Est-ce que c'est pas un peu une critique que l'on peut faire, entre guillemets, qu'on empêche son fac globalement, ça sert toujours au même. C'est donc le droit à la culture, ou le droit au savoir, comment on le rend portable, comment on l'apporte aux gens qui en ont besoin, et pas simplement les sortir. C'est cette question-là ouais, qui m'a toujours un peu turlupiné dans cette approche classique. Après, Poutine a imposé une journée sur des processus, ouais, dans des
populaire, tu m'assures. Mais voilà, c'est pour moi un peu tirail. Merci. Je, je vais peut-être commencer par réagir sur la deuxième partie de notre intervention. En fait, les universités populaires, un petit peu comme tous les acteurs de l'éducation populaire, ont été tiraillés par cette tension entre qu'est-ce qu'il faut, en quelque sorte, de diffuser la culture au plus grand nombre, donc une approche un petit peu, malgré tout, du haut vers le bas, en tout cas de l'intervenant vers les personnes qui participent, ou est-ce qu'il faut plutôt trouver et développer des formats qui permettent de reconnaître les cultures populaires là où elles sont, en organisant des ateliers qui permettent aux gens ensemble d'adresser des problèmes qu'ils ont en commun à éventuellement des spécialistes et des personnes avec qui elles discuteraient de ce sujet. C'est un milieu débat qu'on a qu'a traversé évidemment l'éducation populaire de manière générale, ensuite sur la culture et les PIC, entre voilà, on a eu c'est d'une vieille discussion et surtout ce qui est c'est compliqué de répondre de manière homogène parce qu'en réalité les projets que nous on a croisés sont extrêmement divers. Déjà les projets les plus nombreux aujourd'hui sur le territoire sont des projets qui sont plutôt issus de la philosophie qui est née dans les années 80. Donc très tournés quand même sur des logiques locales, territoriales, avec une logique de formation tout au long de la vie, de qualification des gens, et souvent très liés à quand même des personnalités locales qui est très très forte prix. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il y a un des panneaux là-bas qui le montre dès le 19e siècle, mais une très très forte prix à la convivialité. C'est un levier extrêmement fort de la participation aux activités des universités populaires, le fait de se retrouver ensemble. Donc il y a une grosse convivialité sociale quand même des participants, qui est globalement dans des universités populaires comme ça, notamment en réseau AUDF, beaucoup de gens qui sont à la retraite, qui parlent de socialité ensemble, qui vont participer à des activités et des conférences, mais ils vont avoir par exemple accès à une proposition pédagogique qui est plus ou moins élaborée, progressive d'une université populaire à l'autre. Il y a des endroits où l'université populaire va faire que des conférences, il y a des thématiques de conférences qui vont coller plus ou moins soit aux besoins ou aux demandes des gens qui participent, soit aux capacités des intervenants et donc du coup souvent à des savoirs académiques. Mais il y a des endroits où il doit y avoir d'autres. Les cours vont s'articuler à d'autres types d'activités. Je pense notamment quand il y a des voyages, par exemple, si l'université populaire organise un voyage en Italie, ben, il va y avoir un cycle de cours sur la peinture italienne en amont. Et puis une sorte de préparation qu'au voyage, une préparation collective, etc. Donc c'est vrai que globalement, pour les projets d'université populaire au niveau local, on va plus affaire à des projets qui sont portés par des personnalités locales assez fortes liées euh, au monde associatif, au monde de l'enseignement, et qui jouent beaucoup sur le carnet de l'adresse des membres du conseil d'administration pour réussir à organiser le contenu des conférences. Quand j'évoquais le modèle d'université populaire, qui s'est plutôt appelé Printemps d'université populaire dans la disait de Michel Onfray, Opti, Corcu, Fayot, etc., des projets plus récents et qui revendiquaient davantage un ancrage dans la sociologie critique, etc. Là, on a des projets qui sont plutôt déjà plus dans des grandes villes, davantage moins faits par les universitaires en fait, et sur les formats. Donc le contenu est une critique radicale et politique plus importante, c'est plus fortement politisé comme contenu. Par contre, les formats sont des formats plus classiques, c'est-à-dire c'est 1 heure de conférence et 1 heure de discussion. Voilà, c'est un format finalement plus conforme aux toutes premières GP d'une certaine manière. Donc il y a aussi cette différence qui est importante, c'est-à-dire est-ce qu'on fait une université populaire pour mobiliser des ateliers ou des conférenciers qui viennent finalement faire un récit d'expérience partagée et qui organisent des discussions autour de ça, ou est-ce qu'on va faire des conférenciers qui font de l'apport de connaissances et ensuite on organise plutôt une discussion sur les connaissances qui ont été apportées.
Alors, on a une question devant là. Bonjour, Pierre Wesdan, délégué général du mouvement pour l'économie solidaire. Pour paraphraser mon cher Rio Salcé, dans votre exposé, j'avais envie de dire mais où est passée l'émancipation? Est-ce que, en tant qu'observateur historien des universités populaires, ou détecter des universités populaires qui se revendiquent spécifiquement de cette dynamique politique? Euh, Parce que, et puis la deuxième question qui est un peu liée, pour avoir été activiste attaque la transition entre anti et intermondialisation et avoir vécu de l'intérieur le débordement même des initiateurs d'attaque par l'appropriation populaire et l'auto-organisation de comités locaux. Quels sont les mouvements d'éducation populaire dont on peut identifier qu'ils ont eu un impact politique euh, qui dépassaient leur projet initial? Je pense à tout ce que la campagne attaque a animé, la bataille contre le traité communautaire européen, quand même une histoire assez singulière. Est-ce que dans l'histoire des universités populaires, on croit à ce genre aussi d'impact politique? Alors en fait, la question de l'émancipation, elle est quand même au cœur des discussions tout au long de l'histoire des universités populaires, mais avec, et c'est d'ailleurs un lien avec l'éducation populaire elle-même, c'est-à-dire qu'au départ, on le voit bien dans les premières universités populaires, on parle du peuple. Il y a, la cible, c'est le peuple, c'est un peu indifférencié, ce qui d'ailleurs va nourrir les critiques du mouvement ouvrier, de dire nous on veut parler aux ouvriers, quoi, le peuple, il faut spécifier les publics, etc. Et en fait, ce que vont apporter les réflexions pédagogiques des années 20-30 et qui vont se développer ensuite avec les courants d'éducation populaire après la Seconde Guerre mondiale, c'est de spécifier le travail d'émancipation sur l'individu et de dire que finalement, une université populaire, ça doit être un cadre collectif au service d'individus qui se retrouvent et qui vont chercher des voies d'émancipation individuelle, mais dans un cadre collectif. Et ce cadre collectif, il se travaille en matière de vie associative, enfin avec les dimensions vie associative, il se travaille en matière pédagogique et en termes d'inscription dans le territoire. Et pour cette raison, en fait, les projets sont très difficiles à comparer entre eux, à part dans leur référence au terme université populaire, parce que d'un territoire à l'autre et d'une université populaire à l'autre, ils ont combiné ces trois paramètres de manière très différente. Euh, mais avec toujours l'idée quand même qu'il y a une forme d'émancipation qui est proposée aux participants. Et alors ce qu'on va mettre derrière cette émancipation est variable d'un projet associatif à l'autre et même d'une activité à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que si on prend il y a des projets d'université populaire au local qui vont avoir des publics aussi extrêmement différents. Il y a le public volontaire qui vient à cours, qui vient, etc. C'est un public volontaire qui vient chercher une émancipation intellectuelle, mais aussi un loisir intellectuel en écoutant une conférence et en essayant de faire un usage citoyen à son échelle. Mais il y a aussi des publics qui sont un peu plus des publics adressés, parce qu'il y a des universités populaires qui, par exemple, font des cours d'alphabétisation pour les migrants qui arrivent sur le territoire. Et dans ce cas-là, ils ont des publics qui leur sont envoyés pour assurer une partie de ces missions, en quelque sorte. Donc là, ça vient perturber en fait, le projet associatif, parce que par définition, euh, ces gens-là, il y en a pour prestations réalisées par l'université populaire elle-même et pas pour s'associer au projet d'émancipation porté par la structure. Donc là, ça crée des tensions. Il faut savoir comment est-ce qu'on peut s'approprier euh, ça et faire en sorte que ces types d'activités viennent nourrir ou discuter pour les d'émancipation des associations. Donc ça travaille quand même un petit peu les choses de l'intérieur. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est une des critiques qui a été portée par les universités populaires qui se sont créées en CIAGE, justement dans les années 2000, autour de Michel Onfray, dans ce contexte-là,
ça a été justement de dire que les universités populaires du réseau de l'AIDF qui existait déjà n'étaient pas des universités populaires d'émancipation. Mais de la même manière qu'il y a eu un mouvement pour dire que l'éducation populaire traditionnelle n'était plus assez politique, et donc il y a eu un mouvement autour de création d'une éducation populaire politique, autour de Franck Lepage, des conférences gesticulées, etc. Donc les universités populaires ont connu un peu un mouvement similaire, avec voilà, une critique portée aux horizons politiques, à la recherche d'impact politique sur les populations. Pour autant, dans les universités populaires plus basées sur les savoirs critiques, en réalité étant très adossées aux universitaires qui les ont créées, et tenant d'ailleurs en référence souvent dans des espaces universitaires, pas exclusivement mais quand même beaucoup, au final le public est un public, beaucoup un public d'étudiants, etc., qui c'est certes pas tout à fait le même public que les autres universités populaires, mais c'est pas plus un public forcément extrêmement populaire dans sa composition, même si ça dépend aussi. Puis l'université populaire, c'est un peu différent quand il y a des projets, par exemple, vous avez eu à Bordeaux récemment un projet d'université populaire qui est né à la suite d'une mobilisation étudiante. Donc là, c'est l'université populaire qui a été créée par les étudiants en sortie de mobilisation pour donner un cadre de réflexion, de discussion et capacité aussi d'invitation d'un certain nombre de spécialistes sur différents secteurs qui les ont intéressés pendant la mobilisation et qui ont fait poursuivre. Et ça, c'est beaucoup plus articulé avec, par exemple, le monde de la culture, le monde du théâtre, et donc ils sont beaucoup plus articulés au programme de leurs universités populaires avec les pratiques, justement, de type de conférences gesticulées et autres. Voilà. Donc, avec les effets de transformation des réseaux, on va dire, militants, avec des festivals, des choses comme ça. Je l'ai d'autres questions. Bonjour, Martine Fourier, ex-Pris, si ça dit quelque chose. Moi, je suis étonné que vous ne parliez pas des universités populaires de Paran, parce que c'est un espace qui existe depuis plus de 20 ans à peu près, et qui précisément fait que dans une ville plutôt quartier populaire, d'ailleurs on veut répéter toujours université populaire, quartier populaire ensemble, donc on est là, en fait, pas toujours, en fait le croissement d'un universitaire qui accompagne un monde de parents, souvent beaucoup de femmes, mais pas que, plutôt issus des diversités, pendant plusieurs années, eh bien c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel. Moi je dis toujours que ça a été le pire entretien de ma vie avec une dizaine de mères qui m'ont bombardé pour être sûr que je leur apposerai pas ma pensée. Et je pense que c'est là un vrai croissement de gens qui sont en questionnement sur les questions, leur statut de parents, enfin globalement, et pour des universitaires qui sont interrogés sur leur pouvoir de sachant. Oui, vous avez raison, c'est une initiative très intéressante que j'aurais pu rentrer dans les universités populaires, un peu une thématique de séquence les universités populaires des parents. Même si je pense que ce que ça vient travailler aussi, les universités populaires des parents, c'est le rapport à l'université et à la recherche, parce que c'est une proposition faite à des groupes effectivement de parents de travailler avec un universitaire sur une question qu'ils ont envie de résoudre ensemble et d'avoir un certain accompagnement aussi un peu méthodologique et scientifique dans cette période-là pour eux-mêmes produire ensuite un écrit, un savoir sur le problème qu'ils voulaient résoudre. Et pour moi, ça participe aussi de cette discussion plus générale sur les missions, par ailleurs, de la recherche et l'université ces dernières années, qui ont par ailleurs été discutées autour des sciences et recherches participatives, autour d'un certain nombre de choses. Donc ça participe à un renouvellement des pratiques et un projet d'éducation populaire. Ce qui est intéressant, effectivement, ça a été le fait d'aller chercher cette référence à l'université populaire, tout en étant généralement, bon, voilà, dans un projet qui relevait tout à fait de petites initiatives qui sont portées par ailleurs par l'association. L'université populaire, c'est aussi une initiative de très intéressante.
Et je débatte non plus, il faut aussi avoir en tête que ces universités populaires, c'est aussi un phénomène qui est pas au français, c'est comme quand on parle d'éducation populaire, il y a des universités populaires dans tout un tas de pays européens. Euh, et évidemment, je regarde Jean Claude parce que j'ai un doute sur les volumes, mais les universités populaires, par exemple en Allemagne, c'est une institution énorme qui forme des énormément de gens les cours du soir, dans des cours de langue, etc. Ici, c'est des initiatives associatives relativement petites, très souvent reposant exclusivement sur du bénévolat, alors que voilà, en Allemagne, il y a quelque chose de plus professionnalisé, ouais, c'était une université populaire en Italie. Enfin, il y a aussi l'histoire européenne des universités populaires qui est en fait en partie à faire, parce que t'as rien vraiment de consulter dessus, et il existe des choses. Une autre question ici. Bonjour, François Bernard, moi je développe depuis un an un média de l'éducation populaire qui s'appelle K-pop. Il n'y a pas de média d'éducation populaire, il y a des médias des organisations d'éducation populaire, mais il n'y a pas d'une manière généraliste un média sur l'éducation populaire. Et d'ailleurs, dans les médias mainstream, il n'y a pas de rubrique éducation populaire. Ça, c'est magnifique. Alors, moi, une réflexion, peut-être, je me demandais si le problème du développement de l'université populaire et l'éducation populaire, c'était université dans le terme. C'est une question, elle est quand même gênante, et je pensais à quelque chose que vous avez peut-être abordé, on ne peut pas tout dire dans une intervention, et qui répond un peu à la question de Jean-Louis Bancel sur à qui s'adressent ces universités d'éducation populaire, et quelles sont les personnes pour évoquer le travail fait par Pierre Eversuffren et Marc Eversuffren sur les réseaux d'échanges réciproques de savoir. Précisément, là, il n'y a pas de questions universitaires, les questions d'échange. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez reconnu dans le monde de l'économie solidaire. Les questions d'échange sur des savoirs qui ne sont pas reconnus comme des savoirs. Et qui, à partir... Il y a aussi des cours de langue, mais les cours de langue, c'est souvent quelqu'un qui est de culture algérienne, par exemple, et qui va enseigner l'arabe à quelqu'un qui est de culture française et qui va lui enseigner le français. On n'est pas dans le système des cours ou des recherches ou des conférences. On est véritablement, alors ça date des années 80, c'est un mouvement qui a eu du mal à s'imposer parce que, alors, moi j'aurais tendance à dire parce qu'il y a une image de l'université qui bloque un peu ce type de mouvement. Mais je ne sais pas si vous avez croisé Claire et Marc sur votre travail, sur l'histoire, mais en tous les cas, ça vaut le coup de voir ce qu'ils font. Oui, bah en fait, oui, on a croisé des choses, et en fait, on s'est posé la question, parce que quand on avait notre partie d'enquête sur les universités populaires d'aujourd'hui, en tout cas sur le contemporain, les gens qu'on a rencontrés qui participent, donc qui font tourner ces associations, ou qui participent pour certains simplement aux activités, ou qui organisent partie d'activités, ou qui sont conférenciers, etc. On leur a tous posé la question de leur rapport à l'université. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire aux universités? Qu'est-ce que ça veut dire au populaire? Voilà, j'en peux pas ça depuis des années sur l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est pareil. C'est quoi éducation et c'est quoi populaire? Et qu'est-ce qu'on met dedans et qu'est-ce que cette articulation des deux termes vient faire? Et en fait, pour chaque personne, c'est assez différent. Et les projets associatifs sont rarement très clairs sur cette articulation, c'est-à-dire que la référence à l'éducation populaire, à l'université populaire, très souvent, en gros, les gens nous disent que le rapport à l'université, c'est quelque chose qui vient, comment dire, qui vient légitimer leur quête de savoir, qui est une quête de légitimation, qui est plus forte dans les universités populaires, j'allais dire en milieu rural ou dans les petites villes, dans lesquelles souvent les intervenants sont des intervenants qu'on fait venir de l'extérieur, et qui, étant là, et étant dans le cadre de quelque chose qui s'appelle université populaire, produit quelque chose qui a de la qualité. Et cette qualité est importante pour les gens qui participent aux activités.
dans le cadre des universités populaires, parfois euh, plus critiques, plus ancrées dans les centres-villes, déjà dans un milieu universitaire, l'université davantage, il regarde la critique des enseignements, la critique des pédagogies, du pont découpage des disciplines, etc. Et du coup, c'est effectivement davantage le rapport au savoir qui est questionné. Le savoir pourquoi, pour s'émanciper comment, pour en faire une aide d'usage, etc. Ce qui, en soi, est intéressant, parce que je trouve que la difficulté, souvent que les personnes évoquent, c'est en gros, soit on a affaire à une université peu populaire, thématique son programme, mais avec des thématiques qui sont très collées aux débats techniques. Donc il y a des cours de philo, des cours d'histoire de l'art, des cours, etc. Donc on colle complètement à ça. Soit les universités populaires qui collent aux pratiques. Alors c'est du coup on parle moins des cours, on parle plus des ateliers, des ateliers bien-être, des ateliers peinture, des ateliers et qui vont être davantage d'ailleurs dans la fabrique, dans la pratique de quelque chose. Mais où là, la difficulté, c'est plus comment est-ce qu'on part de ça pour faire une montée en généralité puisse être un peu émancipatrice. Et c'est ces espaces d'échange entre les activités diverses de ces universités populaires qui est plus ou moins efficace dans une association. Il y a des endroits où effectivement les gens de conférences ne croisent jamais les gens des ateliers. Il y a que les universités populaires auxquelles le projet associatif fait en sorte d'en faire des espaces d'échange et de façon plus systématique, qui permet d'intégrer aussi, par exemple, les cours de langue et les gens peuvent avoir aussi d'autres profils et de cultures qui ont abordé dans des temps communs, des espaces de croissance. Donc il y a bien un enjeu qui est identifié, je crois, par la plupart des réseaux aujourd'hui, qui est de savoir à quelles conditions on peut faire en sorte que le partage des savoirs devienne sans un croisement des savoirs, pour reprendre un peu la formule qu'utilise ATD pour son propre travail, et comment aller au-delà de la diffusion pour être dans la construction de quelque chose qui aura vocation à émanciper l'individu qui y participe. Alors, on va juste prendre une dernière question. Je suis désolée, ouais, c'est ça. Je sais pas si, parce que je pense qu'on aura l'occasion de rebondir là-dessus, peut-être pour après. Ouais, il y a quelqu'un, on peut en prendre deux quand même. C'était une question à l'analyse sur la mention tout à l'heure du fait que l'éducation populaire s'est centrée sur des publics jeunes, essentiellement. Est-ce qu'il y a une corrélation entre cette focalisation sur des publics jeunes et le développement de toute la formation professionnelle, de l'ensemble de ce champ à partir des années 70 ou 60, d'accord. Puisqu'il y a une corrélation entre les deux, ou comment est-ce que l'éducation populaire se focalise, enfin se centre, c'est plutôt beaucoup sur les publics jeunes. Alors, on va prendre les deux et puis. Donc, Romuald Jumud, Allez-y, allez-y. oui, je me présente d'abord chez Romuald Jumud, l'association Agio Teidov, donc Ousm Fonget. Donc, ce qui m'intéresse dans tout ce que vous venez de dire, c'est en fait le lien que l'Union européenne a aujourd'hui avec l'innovation. C'est-à-dire que les projets Erasmus, pour prendre un exemple, se positionnent complètement sur les méthodologies d'éducation populaire comme alternative à ce qu'on appellerait l'éducation classique. Donc du coup, tous les projets qui sont épousés, il est valorisé ces savoirs qui passeraient par des ateliers, donc il ne s'agit pas de mettre en place des cours. Donc quand on va prendre les jeunes des quartiers, on va me dire par exemple qu'il faut mettre en place des activités qui vont se substituer justement à cette éducation, à l'éducation classique. Donc ça nous interpelle aujourd'hui sur l'impact de toutes ces pratiques qui ont été accumulées avec le temps et qui progressivement sont en train d'infuser dans la mise en place des méthodologies qu'on appelle l'innovation aujourd'hui. Donc je ne sais pas quelle est votre position sur cette question.
Alors partons du coup, je ne savais pas qui était Jean-Claude, donc Jean-Claude c'est ça. Donc on va revenir à votre question juste après, et puis allez, allez-y. Non, mais je vais essayer d'être très court. Mais, je vais revenir juste sur la question de l'émancipation et l'émancipation des travailleurs, qui était la première question, puisque là, on a des affiches qui renvoient essentiellement au projet d'émancipation des travailleurs pour les universités populaires. On va dire que si on prend l'histoire de l'éducation populaire, c'est peu à peu, on passe de l'émancipation des travailleurs à la transformation sociale. Et puis aujourd'hui, si on insiste sur quelque chose, c'est beaucoup plus sur le lien social. C'est une évolution. Oui, donc peu à peu, il y a évacuation de la dimension d'émancipation des travailleurs, d'émancipation collective des travailleurs, qui est le projet de la préhistoire presque de l'éducation populaire, avant même l'affaire Dreyfus et la floraison de l'éducation populaire, avec quand même deux constantes qui me semblent importantes, c'est-à-dire que même si l'idéal de l'émancipation, voire même de la transformation sociale avec une dimension collective, a tendance à être masqué, mais après il faut voir quel est le sens, en quoi ça renvoie à des transformations de notre société. Est-ce que c'est une redéclinaison de ce programme d'émancipation sociale posé dans notre terre? C'est des choses qu'on peut discuter, mais reste toujours le segment populaire. Je pense que ça est efficace, c'est-à-dire et qu'on retrouve dans deux constantes, en tous les cas au niveau du déclaratif, c'est-à-dire que ça participe, ça s'adresse aux plus démunis, c'est-à-dire que la plupart, ceux qui s'incarnent populaires en tous les cas, prêtent une attention particulière aux démunis d'une façon ou d'une autre, de ceux qui sont exclus ou plus éloignés. C'est du déclaratif évatique, mais c'est quelque chose d'important. Si on peut prendre, si on compare avec l'Allemagne, hein, c'est Volkshochschule, donc c'est des écoles supérieures populaires pour le peuple. Ça se décline encore, par exemple, dans le fait que les universités populaires allemandes jouent un rôle extrêmement important en ce qui concerne l'intégration culturelle des ouvriers immigrés dans le cadre de l'Allemagne. Ils jouent un rôle très très important avec des investissements massifs de l'État dans ce projet. En France, on le retrouve peu ou prou, mais c'est quand même. Et puis il y a une deuxième constante, c'est on se réclame en général de la démocratie. Hein? C'est-à-dire que c'est un projet démocratique. Alors si on veut, alors ça renvoie quelque part à la transformation profonde de notre société, effectivement de la montée de l'individualisme, et que au mieux c'est un lieu de socialisation dans une logique d'individualisme solidaire, comme l'a rappelé Emmanuel, c'est approche individuelle dans un cadre collectif. C'est ça qui est important. C'est une association ou c'est une municipalité qui porte le projet. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a une dimension collective. Par contre, on perd, et c'est corollaire presque, au début, c'est coopérative des idées, c'est surtout enseignement virtuel, méthode d'éducation active. On peut dire que c'est quand même aussi dans la pratique des universités populaires, la question de l'éducation active, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement objet d'une éducation, mais on est au sujet d'une éducation, mais on n'est pas vraiment partie prenante du projet éducatif, à la différence, par exemple, de ce qui se passe dans notre pays, notamment en Soudèque, où c'est resté encore qu'il y a une dimension extrêmement active. Et oui, si bien que quelque part, au mieux, c'est une coopérative des idées. Hein, c'est-à-dire que c'est les promoteurs de ceux qui portent le projet partagent des idées en dehors et des idées nouvelles, etc., avec une extension considérable du savoir, puisqu'on est passé des savoirs académiques, ce qui était l'essentiel des universités populaires à l'origine, à des savoirs qui sont liés à la santé, aux langues, bon, les langues encore, mais si on parlait, les seuls chiffres que l'on est solide, c'est parce qu'il y a un observatoire au niveau national, c'est en Allemagne, c'est quand même 30% pour les langues, 30% pour 30% bien-être et santé, et puis le reste, ça vient après, hein, c'est-à-dire que, par exemple, éducation politique, ça figure,
mais c'est important de le voir que ça figure, ça teste emploi, c'est 7% seulement des cours qui sont déliés. Mais on a toujours cet horizon. Je pense que ce qui fait la puissance du mouvement, c'est quand même le fait qu'elle embrasse très largement l'ensemble du champ éducatif en dehors du cadre scolaire et pour, il faut le dire aussi, pour un public qui est essentiellement, qui est plus âgé, hein, les plus jeunes vont vers les associations d'éducation populaire. Les universités populaires accueillent très peu de jeunes, et ça c'est vrai presque dans tous les pays où il y a cette dualité entre l'éducation populaire et les mouvements d'éducation populaire et les universités populaires, avec par exemple en Suède, les universités populaires s'adressent beaucoup aux jeunes de façon paradoxale. Les plus âgés vont dans les cercles d'études qui sont en fait de l'éducation de l'université populaire pour les adultes. De même, en Italie, on a deux fédérations. Une fédération des universités populaires et une fédération des universités populaires du troisième âge. Et c'est toujours dans tous les pays, on retrouve la même logique. Et puis, ce qu'on va dire aussi, ce qui est extrêmement important, parce que quelque part, c'est quand même un bon analyseur, comment dire, l'évolution et les transformations de l'éducation populaire de notre société, c'est un très fort pourcentage de femmes. Par exemple, et si on regarde, par exemple, je te lis à cette époque-là, et on s'aperçoit que, en Allemagne, c'est 75%. Et, curieusement, il y a très peu d'études, très peu de réflexions sur à quoi ça correspond. Pourquoi plus de femmes que d'hommes dans ces universités populaires? Ça réinterroge la question du rapport au savoir des femmes, au savoir académique, etc. C'est une hypothèse qui a été avancée, mais il y a déjà longtemps, c'est celui de savoir femme, savoir féminin, qui sont pris en compte par les universités populaires et qui sont moins pris en compte par d'autres organismes. Bon, c'est toutes ces questions qui doivent être posées. Mais je pense que c'est l'objet université populaire, c'est un analyseur extrêmement intéressant des transformations de nos sociétés qui devraient nous interpeller. Merci pour cette intervention. Emmanuel, est-ce que vous vous souvenez des deux questions précédentes ou est-ce que vous voulez qu'on reformule? Oui. Enfin, en fait, en écoutant ce qu'on se disait là, en fait, je me disais que ce que j'ai pas dit quand même tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a quand même distingué plusieurs modèles d'université populaire à tout en tout cas sur la partie récente sur l'enquête sur les universités populaires récentes, qui témoignent aussi un petit peu des transformations qu'évoquent les gens du monde associatif et de la manière de faire fonctionner les choses. On a un premier modèle qui est principalement basé, on va dire, sur du bénévolat, qui sont des toutes petites universités populaires, très souvent d'ailleurs territoire rural. Dans le programme, il est établi globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, face au carnet d'adresses de ses membres. Et plus souvent, pour l'essentiel d'ailleurs, de ses dirigeants, parfois que du président ou de la présidente, et parfois plus largement de son cette administration. Et dans cette logique-là, c'est vrai que les responsables, le ou la présidence, sont souvent cooptés même sur ce critère en fait. On devient responsable de la structure parce qu'on a une capacité de convocation, d'invitation, à carnet d'adresse. On a un deuxième modèle qui est plutôt des associations dont la programmation elle est organisée sur des thématiques et qui vise à produire une offre culturelle dans un territoire et à combler aussi des manques d'offres d'accès à des loisirs culturels. Alors les thématiques justement sont souvent, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, art, histoire, sciences. C'est-à-dire que la notion que tu paies là, elle renvoie à des logiques disciplinaires et des intervenants, on trouve, sont des intervenants qui sont choisis en commission thématique en fonction justement de leur spécialité académique et de leur notoriété. Et donc souvent, ces universités-là, ce qui est au cœur, c'est la conférence quand même. La conférence ou le cours qui joue un rôle important d'attractivité de l'université populaire dans ce territoire. Et d'ailleurs, souvent, on ajuste la programmation avec les programmations qu'on connaît par ailleurs dans le territoire, celle par exemple de la médiathèque, qui fait peut-être aussi des conférences, celle etc., qui est concurrence aussi avec d'autres acteurs du territoire sur
offre dans ce domaine. Et puis il y a un troisième modèle qui, lui, consiste plutôt à organiser l'université populaire autour de commissions de travail en interne de l'université populaire en fonction des types d'activités. C'est-à-dire une commission conférence, une commission conférence gesticulée, une commission festival, voilà. Et ça, c'est les universités populaires auxquelles on retrouve quand même davantage de liens avec l'éducation populaire politique et des participants parfois amenés au sujet. Mais par contre, dans ce dernier cas, le plus fréquent, c'est que les activités, elles s'organisent justement par cercles concentriques autour de réseaux de sociabilité liés à ces activités qui sont à même de les nourrir, par exemple le milieu du théâtre pour les conférences gesticulées. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a relativement peu de dialogue ou de croisement entre les types d'activités. Donc, dans le réseau, en tout cas, de la UPF et ce qu'on avait repéré de manière contemporaine à l'époque, on avait un de ces pratiques de modèle, si d'avance, ça n'empêche qu'il y a les ressources, comme vous avez pu là, des universités populaires de parents, des universités populaires thématiques, des universités populaires sociaux que j'ai évoquées, qui existent, mais sur lesquelles on n'a pas fait de vue spécifique, mais que j'ai mentionné, c'est pour faire un beurre. Non, c'est pas moi. Juste on y a très rapidement sur les questions. Dominique, tu évoquais la question des adultes et des jeunes dans l'éducation populaire. Ça, c'est une évolution, comment dire, c'est une évolution très, très ancienne comment dire, qui a été un effet aussi des politiques publiques dans le secteur. C'est-à-dire que en continuité du Front populaire et de la tentative de créer autour des loisirs, que ce soit les loisirs culturels, sportifs, les mobilités aussi, qui sont importantes dans l'histoire de l'éducation populaire, les auberges de jeunesse, les chantiers internationaux, etc. L'idée a été quand même d'offrir des espaces d'apprentissage en groupe, principalement tournés vers les jeunes, parce qu'il y avait cette idée d'avoir des activités qui soient aussi en complémentarité de l'école publique, et donc les efforts des politiques publiques à la structuration de l'institut associatif relève de l'éducation populaire se sont concentrés sur ce type de population. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas existé une éducation populaire en direction des adultes par ailleurs et parallèlement, mais qu'un avantage a été porté par d'autres types d'acteurs que la puissance publique, ou en tout cas de manière plus spécifique en fonction de pareil les choses. Voilà. Opération internationale, dans le champ de l'environnement, il y a beaucoup de choses qui se sont développées qui relèvent de l'éducation populaire. Mais les efforts et le maillage territorial de ces associations-là en direction des adultes avaient été moins forts historiquement que ce qui a dû être fait et accompagné en direction des jeunes. Et c'est ce qui explique aussi que les universités populaires qui naissent dans les années 80, on a dit, s'emparent davantage de la référence à l'université populaire en lien avec les questions de formation tout le monde à lire, etc., qui concernent les adultes, et beaucoup moins en lien avec les débats sur la professionnalisation du secteur de l'animation socioculturelle qui est à l'époque batté sur plat. Il faut dire quand même que dans les années 80 et les années 90, la référence à l'éducation populaire dans le champ de l'animation était très faible. Elle était plutôt en chute libre. C'est plutôt les années 2000 qui ont réactivé un peu la référence à l'éducation populaire, y compris dans le champ on va dire, de ce qui relève un peu des politiques jeunesse. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui est désormais bien documenté. C'est aussi un retour à cette référence qui s'est faite grâce à des initiatives d'éducation populaire en direction des adultes, mais grâce aussi à la volonté d'un certain nombre de professionnels de ces champs de l'animation socioculturelle, de retrouver dans l'éducation populaire des leviers un peu de réflexion sur les dimensions militantes, émancipatrices, etc. de leur travail, et échapper un peu aux seules logiques d'appel à projet, de gestion, etc. Et reparler l'éducation populaire pour reparler projet associatif, projet politique, développement territorial, ces exigences politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, la référence à l'éducation populaire, au champ politique de jeunesse, joue ce rôle-là aussi. Et pour pondérer rapidement sur ce que disait monsieur sur la dimension européenne, en fait, au niveau européen, ce qui est mobilisé dans les différentes provisions, vous avez évoqué Erasmus, etc. Les méthodes qui sont bordées, c'est les méthodes d'éducation non formelle.
Voilà. Et ça, ce serait un autre débat qui pourrait ouvrir sur savoir si les méthodes d'éducation non formelle sont de l'éducation populaire tout le temps et en permanence. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de savoir si l'éducation populaire peut se résumer à ces méthodes ou si l'éducation populaire, c'est le croisement, la combinaison d'un objectif politique émancipateur, d'un cadre collectif qui est une association qui a un fonctionnement démocratique, et de méthodes qui associent les gens qui participent et donc en réalité le travail au groupe. Moi, il me semble que si les trois critères ne sont pas réunis, on peut avoir affaire à des projets collectifs très intéressants, qui ne relèvent pas forcément de l'éducation populaire. Et c'est vrai que ce qui s'est développé au niveau européen en termes de promotion de l'éducation informelle a amené à résumer parfois trop vite cette éducation populaire sur les méthodes, c'est-à-dire à partir du moment où on a des méthodes d'animation de groupe un peu ouvertes, politiques, sur de l'éducation, pas sur des méthodes d'éducation active, on a affaire à de l'éducation populaire. Or, on sait très bien que ces méthodes-là sont utilisées aussi par ailleurs dans le monde privé, dans le monde de l'entreprise. Elles sont peu diffusées dans de plus en moins, sans forcément que tout relève systématiquement de l'éducation populaire. Donc ça serait une discussion très intéressante à poursuivre. Mais disons que cette éducation non formelle, c'est effectivement une catégorie européenne qui a été pratique pour réussir à classer aussi des activités qui relèvent de l'éducation populaire dans quelque chose qui ne soit pas complètement l'éducation nationale ou les modes formels d'éducation. Et ce qui caractérise avant tout l'éducation non formelle au niveau européen, c'est de proposer aux gens des espaces de citoyenneté collectifs et animés d'une manière un peu plus ouverte, mais surtout qui n'aident pas forcément à la diplôme. Ça, ce qui est formel, c'est la qualification par le diplôme. Ce qui est non formel, c'est aussi l'expérience collective. On pourrait y rajouter le rêve de travaux depuis ces dernières années là-dessus, sur l'éducation informelle, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend aussi dans les dimensions collectives qui n'étaient pas souhaitées au départ, que par une intention éducative de départ, qui sont finalement, quand on les regarde rétrospectivement après, des apprentissages collectifs qui ont été réalisés par les gens qui participent à l'élection collective. Alors, ce sera le mot de la fin pour l'instant, puisque on va poursuivre cette matinée. Merci beaucoup, Emmanuel Porte, pour toutes les